Et si ce soir, l'Afrique cessait de quémander et levait le poing, unie pour la première fois? Imaginez un instant, 54 nations, couvrant des millions de kilomètres carrés, du Maghreb aux rives du Cap, des forêts équatoriales au désert du Sahara, unies non plus par la résignation mais par l'espoir. Comment un continent aussi vaste, riche de 54 nations et de ressources incommensurables, peut-il rester brisé, appauvri, écarté de sa propre destinée? Cette question hante chaque génération. Pourquoi l'Afrique, terre d'or, de diamants, de pétrole, de génie et de culture, demeure-t-elle dépendante, éternellement spectatrice muette de son sort? Pour saisir la profondeur de ce paradoxe, rappelons-nous des images frappantes qui circulent lors de chaque sommet mondial. Des files de représentants africains attendant pour rencontrer des puissances étrangères, parfois reléguées à la fin du protocole, écoutant des décisions prises sans eux. Même lors des récentes rencontres du G20, l'Afrique n'est invitée qu'en observatrice alors qu'elle détient la clé de tant de ressources énergétiques, minières et humaines. Cette marginalisation n'est pas accidentelle, elle découle d'une longue histoire de domination et de division, tissée au fil des siècles. Pourtant, un souffle inédit parcourt le continent. Ibrahim Traoré, jeune chef du Burkina Faso, refuse l'assistanat et rejette que la dignité africaine soit à vendre. Son appel ne s'adresse plus aux grandes puissances, mais à l'âme même du continent. Il parle d'unité, de courage, surtout de dignité. Sa voix franchit les frontières, secoue les vieux silences, rallume la fierté là où l'on ne voyait que résignation. Ce n'est plus seulement une question de richesse matérielle. C'est le silence africain lui-même qui vacille, et ce bouleversement peut tout changer. Quand la dignité cesse d'être négociable, une ère nouvelle s'annonce. Mais ce réveil n'est pas sans péril. Si l'Afrique laisse filer cette chance, c'est encore 100 années de dignité perdue, 100 années de résignation et d'influence étouffée. Mais si la conscience collective s'empare des peuples, alors l'Afrique pourrait retrouver son autonomie et sa place au centre du monde. La question résonne, grave et urgente. Cette voix sera-t-elle entendue ou engloutie par le silence? Et vous, quel rôle choisirez-vous dans cette histoire? Mais d'où vient ce sursaut? Pour comprendre, il faut revenir à la racine de la fracture africaine. Pourquoi détourne-t-on le regard quand l'Afrique frémit d'une révolution silencieuse? Cette question hante l'air, s'insinue dans chaque silence, chaque horizon brûlé par le soleil. L'Afrique que l'on croit connaître ne se réduit pas aux images rapides des journaux occidentaux. Ici, la douleur ne rime pas seulement avec pauvreté, mais avec défi, dignité et une richesse profonde, bien plus vaste que les mines d'or, les champs de pétrole ou les rivières de diamants. On se souvient par exemple de la Côte d'Ivoire, pays jadis surnommé le miracle africain, qui a vu sa prospérité s'effriter sous le poids de crises politiques et d'ingérences extérieures, ou encore du Congo, dont les terres regorgent de cobalt et de cuivre, essentiels à nos téléphones et voitures électriques, mais dont la population reste en marge du développement. L'histoire du Zimbabwe, autrefois le grenier de l'Afrique australe, illustre aussi comment des décisions politiques, internes et externes, peuvent faire basculer un pays de l'opulence à la pauvreté. C'est un continent forgé par des siècles de conquêtes, de cultures entremêlées, de blessures à vif et d'espoirs têtus. Pourtant, le silence persiste. Pourquoi tant d'yeux détournés, tant de mots retenus, face au sort d'un continent capable du meilleur, mais trop souvent piégé dans le pire? La réponse n'est ni simple ni étrangère, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui rend le réveil d'aujourd'hui si dangereux, si imprévisible. Dans ce contexte, un nom jaillit et fissure les certitudes. Ibrahim Traoré. À peine âgé d'une trentaine d'années, il s'est dressé devant les dirigeants du Burkina Faso, du Mali, du Niger et par-delà, devant toute la jeunesse africaine. Son discours n'avait rien d'une supplique, ni d'un appel à l'aide. Il a rejeté le masque de l'assisté, revendiqué la dignité, le droit de choisir, dénoncé la trahison qui ronge le continent jusque dans ses racines. Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant africain ose défier ouvertement les logiques de dépendance. On se souvient de Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso, qui dans les années 80 avait déjà appelé à l'annulation de la dette africaine, refusant que son pays vive à genoux. Mais Sankara a payé de sa vie cette audace. Aujourd'hui, Traoré reprend le flambeau là où tant d'autres ont été contraints au silence ou à l'exil. Dans la salle, le choc fut palpable. Visage figé, murmures inquiétés, puis un silence tranchant. Pour certains, il incarnait un danger. Pour d'autres, un miroir tendu à une génération entière. Là où l'Afrique s'est souvent contentée de diplomatie douce, Traoré a brisé les codes, transformant une allocution en cri du cœur. Il a montré, exemples à l'appui, combien la désunion coûte cher. Il a évoqué la tragédie libyenne.
Quand la Libye était tombée, l'Afrique a gardé le silence. Aucune réaction, aucune solidarité. Le pays a été brisé, et avec lui, une part du rêve africain. Ce silence, ce consentement maquillé, il l'a transformé en accusation. Pour Traoré, le continent ne peut plus fermer les yeux. La dignité, la souveraineté, la sécurité ne viendront ni des discours ni des aides extérieures, mais d'une révolution intérieure, d'une fraternité retrouvée, d'un refus net de l'humiliation. Prenons l'exemple de l'intervention militaire en Libye en 2011. À l'époque, peu de voix africaines se sont élevées contre l'opération menée par l'OTAN. Certains pays, par crainte ou par calcul, sont restés en retrait. Résultat, un État effondré, une instabilité régionale qui s'est propagée dans tout le Sahel, favorisant la montée en puissance de groupes armés et le déplacement de millions de personnes. Ce silence, analysé rétrospectivement, fut un aveu d'impuissance. Oser dire non, oser dire nous, voilà la rupture. Refuser la fatalité, refuser la division, c'est une question de vie ou de mort pour des millions d'âmes. Ignorer ces vérités, c'est accepter la répétition de l'histoire. Pillage, division, pertes humaines, humiliation sans fin. Mais pour la première fois, la fracture n'est plus seulement politique ou géopolitique. Elle est psychologique. L'Afrique, dans le regard de Traoré, commence à se voir sans excuse, ni phare. Une révolution mentale s'éveille. À travers ce prisme, pensons à la Renaissance asiatique. Dans les années 50, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, grâce à une révolution éducative, industrielle et une fierté nationale retrouvée, elle est devenue une puissance technologique et culturelle. Pourquoi l'Afrique, avec ses ressources, ses talents, ne pourrait-elle pas écrire une histoire similaire? Et là, dans cette salle tendue, quelque chose s'est brisé. Les applaudissements, hésitant d'abord, sont devenus francs. Ce n'était pas la politesse, mais le choc d'une vérité dite trop fort pour être ignorée. Les caméras ont capté la nervosité, l'émotion brute, l'éveil d'impossible. L'histoire retiendra-t-elle ce moment? Ou le monde gardera-t-il les yeux fermés une fois de plus? Mais une question demeure. Ce sursaut sera-t-il entendu ou étouffé par l'indifférence globale? L'enjeu désormais dépasse de loin le destin d'un seul pays. Et si la vraie révolution n'était pas dirigée contre l'étranger, mais contre nos propres chaînes invisibles? Ce cri, poussé par Ibrahim Traoré, n'a pas seulement résonné dans une salle de sommet. Il a embrasé tout un continent. En l'espace de quelques heures, des millions de voix, du Caire à Abidjan, d'Addis Abeba au faubourg de Paris, s'emparent de ces mots. Sur les réseaux sociaux, dans les taxis, sur les campus, au cœur des marchés, une question obsédante circule. Et si cette fois, l'Afrique décidait vraiment de s'appartenir? La diaspora, dispersée aux quatre coins du globe, tressaille soudain d'un même espoir et d'une colère longtemps enfouie. Prenons l'exemple des mobilisations étudiantes au Sénégal en 2021, où la jeunesse a protesté contre la corruption et l'injustice, exigeant une nouvelle gouvernance. Ou l'expérience de la diaspora nigériane qui investit chaque année des milliards de dollars dans l'économie nationale, montrant que l'engagement n'a pas de frontières. Ces exemples prouvent que la volonté de renaissance n'est pas qu'un slogan. Elle s'incarne dans des actes, petits et grands, qui redonnent confiance à tout un peuple. Mais alors que le peuple applaudit, les élites, elles, vacillent. Ministres, grands patrons, diplomates, beaucoup saluent l'audace, mais redoutant la tempête. Ils sentent le sol trembler sous leurs pieds, déchirés entre la peur de perdre leurs privilèges et l'exigence de réinventer un chemin commun. Les partenaires occidentaux observent, inquiets, craignant qu'un vent nouveau ne balaie leurs certitudes et leurs intérêts. Les vieux réflexes de dépendance, de prudence, de soumission remontent à la surface. C'est une guerre silencieuse des mentalités, un duel invisible entre ceux qui veulent préserver l'ordre ancien et ceux qui réclament une renaissance. Ce dilemme rappelle certains épisodes de l'histoire mondiale. Souvenons-nous du Japon à la fin du XIXe siècle, avec l'ère Meiji. Face à la menace coloniale occidentale, le pays a opéré une transformation radicale, modernisant son économie, son armée, son système éducatif. Mais ce bouleversement a divisé les élites, certaines craignant le changement, d'autres l'appelant de leur vœu. L'Afrique doit s'inspirer de ces exemples, tout en inventant sa propre voie. Pourtant, Traoré refuse le piège du repli. Il martèle que la souveraineté n'est pas synonyme d'isolement, que résister ne signifie pas haïr. L'Afrique doit choisir le courage du dialogue, la solidarité concrète, sans céder à la tentation de l'hostilité. Il appelle à réformer l'Union africaine, à briser les murs de bureaucratie et d'impuissance pour bâtir une unité réelle, palpable, sans faux semblants. Les mots seuls ne suffisent plus, il faut des actes, des institutions capables de protéger les peuples et non les intérêts de quelques-uns.
Pour lui, l'heure n'est plus aux lamentations, mais à la construction patiente d'une souveraineté partagée. À titre d'exemple, le Rwanda, après le génocide de 1994, a choisi de privilégier la réconciliation nationale, la lutte contre la corruption et l'éducation universelle. Aujourd'hui, Kigali est l'une des capitales les plus propres d'Afrique, et le pays attire des investissements mondiaux. Ce succès repose sur une volonté politique résolue et un engagement collectif à rebâtir sur des bases saines. Déjà, les premières secousses parcourent le continent. Des foules descendent dans les rues, brandissant des drapeaux et des pancartes, non contre l'étranger, mais pour l'Afrique, pour la dignité, pour exiger des comptes à leurs propres dirigeants. Les débats s'enflamment dans les quartiers, dans les assemblées, sur les plateaux télé. Comment briser la dépendance sans sombrer dans le chaos? Comment transformer l'unité rêvée en force réelle? Les pressions politiques et diplomatiques s'intensifient. Certains gouvernements hésitent, d'autres menacent, d'autres enfin tendent la main. Chacun sent que le continent joue, peut-être pour la première fois depuis des générations, une partie décisive. Mais le risque est immense. Ne rien faire, c'est accepter l'isolement, la stagnation, la perte de dignité. S'engager, c'est franchir une ligne rouge, s'exposer à des conflits, des sanctions, des ruptures douloureuses. Mais c'est aussi ouvrir la porte à une fierté retrouvée, au respect international et à l'espoir d'écrire une nouvelle page d'histoire. Chaque Africain, chaque membre de la diaspora, chaque allié sincère est désormais face à un choix: rester spectateur du réveil ou en devenir l'acteur principal. Une situation comparable s'est produite lors de la décolonisation dans les années 60. De nombreux pays africains ont dû choisir entre la facilité d'une indépendance formelle, marquée par la continuité des élites et des systèmes hérités, et le risque de la rupture, synonyme parfois de conflit mais aussi de liberté réelle. Ce choix aujourd'hui se pose à nouveau, mais sur le terrain de la dignité et de l'unité. Car dans ce tumulte, une interrogation brûlante demeure. L'Afrique saura-t-elle transformer cette prise de conscience en action décisive? Mais derrière chaque réveil collectif se cache un défi plus intime. Comment rallumer la flamme de la confiance là où tant de promesses ont été trahies? À quoi ressemble concrètement le premier pas vers cette souveraineté réinventée? Quand 1 milliard de voix s'élèvent, qui oserait les faire taire? Le message d'Ibrahim Traoré n'est pas resté confiné à une salle. Il a jailli, embrasant la société civile partout sur le continent. Professeurs, artistes, jeunes et travailleurs l'ont entendu comme une injonction. Il est temps de repenser leur place et leur pouvoir dans la transformation de l'Afrique. Une ferveur nouvelle gronde. Le débat surgit dans les amphithéâtres, les studios de musique, les marchés, jusque dans les foyers. Les élites, gardiennes de l'ordre ancien, vacillent, certains s'accrochent à la peur de la rupture, mais la jeunesse, elle, refuse désormais la résignation. Les exigences changent. On ne se contente plus de promesses, on réclame des preuves, du respect, du réel. Au cœur de ce tumulte, des initiatives novatrices naissent partout. Ici, des alliances régionales émergent, brisant la logique du chacun pour soi. Là, des coopératives agricoles, des collectifs d'ingénieurs, des échanges entre universités se créent, mus par la volonté de bâtir un avenir africain sur mesure. Un curriculum propre au continent prend forme, on y valorise les langues, l'histoire, les valeurs d'Afrique, donnant à la jeunesse des racines profondes et des ailes robustes. Prenons l'exemple du projet d'intégration régionale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui vise à faciliter la libre circulation des personnes et des biens, ou encore du mouvement Made in Africa, qui encourage la consommation de produits locaux, créant ainsi des emplois et valorisant l'expertise interne. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des chercheurs collaborent avec des agriculteurs pour développer des semences adaptées au climat local, réduisant la dépendance aux importations. Le rêve panafricain, longtemps simple slogan, cherche enfin à s'incarner. On débat de défense commune, de stratégie économique coordonnée, de souveraineté numérique. Ce n'est plus seulement un idéal, c'est une feuille de route, un engagement quotidien à bâtir. Mais le monde observe, inquiet. L'Occident, habitué à une Afrique docile, oscille entre condescendance et peur de perdre la main. Les médias internationaux minimisent souvent ce réveil, comme s'ils redoutaient qu'il fasse tache d'huile ailleurs. Pourtant, l'impact psychologique est colossal. Sur les réseaux sociaux, dans les discussions privées, une fierté nouvelle, indomptable, se propage. Soyons clairs, ce mouvement n'est pas une croisade contre quiconque. Il ne s'agit pas de haïr l'étranger, mais d'affirmer avec force l'amour de l'Afrique, la volonté de la porter droite, digne, sans attendre la permission de personne. Cependant, le risque est immense. L'histoire ne pardonne pas les divisions. Si les querelles ou les rivalités prennent le dessus, cette chance unique pourrait se dissoudre dans le sable du temps.
Mais si l'élan survie traverse frontières et générations, alors l'Afrique peut enfin s'imposer comme une force autonome, respectée, capable de rééquilibrer le monde. Pour que cette révolution ne soit pas qu'un symbole, il faudra transformer cet éveil en acte et réinventer, chacun à sa façon, sa manière d'y contribuer. Mais cette énergie collective suffira-t-elle à briser les chaînes anciennes? Le prochain pas, le plus périlleux, commence ici. La dignité n'est pas un simple slogan, c'est un choix chaque jour pour soi-même et pour la communauté. Voilà le cœur de la révolution psychologique initiée par Ibrahim Traoré. Mais comment passer de l'idée à l'action, pour l'Afrique et pour chacun de nous? Partout, des actes concrets font germer l'espoir. À Ouagadougou, des écoles communautaires émergent grâce à l'engagement des familles et de la jeunesse sans attendre un secours extérieur. Dans les campagnes, des paysans s'allient pour transformer la terre desséchée en jardin nourricier, réinventant l'autosuffisance. À Bamako, la jeunesse lance des ateliers et des petites usines, posant les fondements d'une industrie indépendante. Au-delà des frontières, des réseaux de solidarité circulent savoir, semences et outils, refusant la peur et la concurrence stérile. Ce mouvement ne se limite pas aux chefs. Il invite chaque citoyen à assumer sa part, à ne plus attendre un sauveur providentiel. Trop souvent, la résignation a servi d'alibi à l'inaction. Pourtant, la transformation durable commence par un refus quotidien de la plainte facile, par le courage de l'effort, l'invention, la protection des siens et la construction collective. Il faut se garder de la complaisance. La révolution ne s'épanouit pas dans la douceur de l'habitude, elle s'étouffe dans l'indifférence. À chaque "ce n'est pas mon affaire", une porte se ferme, un rêve s'éteint. Mais chaque geste, si modeste soit-il, chaque refus du fatalisme rallume la flamme. C'est dans les actes simples, enseigner, planter, réparer, s'entraider, que la souveraineté prend racine. L'engagement doit aussi s'inscrire dans la durée. Il s'agit de bâtir des structures solides, développer une industrie de défense pour protéger nos frontières, investir dans des énergies adaptées aux réalités locales, renforcer les réseaux éducatifs et forger des chaînes économiques au bénéfice des peuples, non des actionnaires lointains. L'Afrique doit refuser d'être un marché pour autrui et devenir maîtresse de son destin industriel, agricole, technologique. Pour illustrer cela, regardons l'exemple du Maroc, qui a développé une industrie automobile et aéronautique compétitive, ou de l'Éthiopie, qui s'est imposée comme un hub du textile africain, créant des centaines de milliers d'emplois locaux. Ces réussites prouvent que l'industrialisation africaine n'est pas une utopie, mais une réalité à portée de main. Ce renouveau repose sur un refus fondamental, la domination ou la soumission. L'Afrique n'a pas à choisir entre être dominée ou dominée. Sa force réside dans l'horizontalité, la coopération sincère entre États, régions, communautés. La solidarité transfrontalière, l'entraide panafricaine, l'échange de ressources et d'idées forment le socle d'une puissance véritable, pacifique et créative. Ce message dépasse l'Afrique. Toute société qui abdique sa dignité et sa capacité d'agir signe tôt ou tard sa propre disparition. Ce n'est pas qu'un enjeu africain, c'est une leçon universelle pour tous ceux qui veulent briser la fatalité. Le risque est immense. Rester spectateur, c'est laisser la roue de la fatalité écraser les rêves sous le poids de l'habitude. Mais si chacun s'empare de ce message, s'il agit à son échelle, l'Afrique et le monde avec elle peut changer de destin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Reste une question brûlante. Comment passer du rêve à l'irréversible, empêcher le retour en arrière? L'histoire n'avance jamais dans le silence. Oser briser le sien, c'est déjà écrire le premier mot du changement. Chacun fait face à la tentation de se taire. Céder à l'attentisme, c'est accepter l'ordre imposé. L'Afrique, aujourd'hui, est un miroir tendu à toutes les consciences. Rester muet, c'est devenir complice, même malgré soi, de l'immobilisme qui ronge le continent. Pourtant, la parole habitée de vérité et de dignité se transforme en force pacifique. S'exprimer, partager, remettre en cause, c'est déjà participer à la révolution intérieure que cette génération exige. Ibrahim Traoré n'a pas seulement pointé l'extérieur, il a confronté chacun à ses propres peurs, à ses propres renoncements. Notre responsabilité n'est pas de répéter des mots creux, mais d'oser des débats authentiques. Comment refuser la fatalité? Comment bâtir une unité réelle qui ne soit ni façade ni dictée par la peur? Comment tirer des leçons du passé sans s'enfermer dans le ressentiment? À cette croisée, chaque voix pèse, chaque réflexion compte. Refuser d'agir, c'est laisser la résignation s'installer. Choisir la vigilance, c'est refuser l'amnésie et ouvrir la porte à de nouveaux rêves. C'est rendre possible une Afrique debout, fière de ses cicatrices comme de ses victoires. L'appel de Traoré n'est qu'un début. Ce qui importe désormais, ce sont les actes qui suivront,
dans le quotidien, dans chaque communauté, dans la manière de transmettre l'histoire. Que vous soyez africain, membre de la diaspora ou simplement citoyen du monde, vous êtes concerné. La solidarité, l'écoute, la volonté de débattre sont déjà des actes fondateurs. L'histoire ne s'écrit jamais à huis clos. Elle naît de regards lucides, de critiques sincères, de rêves partagés. N'attendons plus que d'autres parlent pour nous. Osons la parole même dans la contradiction. C'est ainsi que surgit la vigilance historique, ni dans le vacarme des slogans, ni dans le confort du silence, mais dans l'audace d'une parole vraie. Car au fond, chaque génération se trouve, un jour, face à ce choix, accepter la fatalité ou tenter l'impossible. Aujourd'hui, l'Afrique se tient à la croisée des chemins. Peut-être qu'un jour, quand nos enfants liront ces pages, ils se souviendront que ce soir-là, une voix s'est levée et qu'elle n'a pas été étouffée. À vous maintenant de choisir. Serez-vous l'écho du silence ou la voix du renouveau ?